consultant en cyberdéfense. Il fait partie d'ailleurs du Brain Trust de BOMA. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont un roman, Babel Minute Zéro, que je vous recommande, et un nouvel essai qui est sorti en mars dernier, et qui s'appelle, me semble-t-il, Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle. Il me corrigera si j'ai fait une erreur. Bonjour Guy. Bonjour Guy Philippe. Salut Michel. Je me suis trompé sur le titre du livre ou pas? Non, c'est parfait. Tu as été parfait comme d'habitude. Ouais, merci. Alors, on ne va pas tergiverser. On va aller droit au but. Est-ce que le risque d'un cyber blackout est réel? Alors, tu as raison, ne tergiversons pas. Et pour répondre à ta question, et pour très très mal paraphraser Raymond Aron, je dirais que le cyber blackout, ce n'est pas impossible, mais c'est très improbable, en fait. Alors, c'est pas impossible parce que, en réalité, Internet en tant que système est un système qui est un petit peu fragile et qui a déjà eu des crashs et des problèmes. En 1980, en octobre 1980, alors à l'époque c'était ARPANET, c'était un petit réseau, ça a crashé pendant plusieurs heures. On a même eu le cas du ver Maurice, du Maurice Worm en 1988, où là, il y a une grande partie de ce qu'était ce réseau Internet qui commençait à se développer, qui est aussi tombé en panne. En octobre 2016, plus près de nous, on a eu un crash qui a été lié en fait à un botnet, lié à un maliciel qui a pris le contrôle en fait de webcam et qui a envoyé des attaques de déni de service. Et bon, tout ça pour faire qu'il y ait de très grandes plateformes comme Twitter, Netflix, Amazon, Airbnb qui ont été stoppées pendant quelques heures. Et genre même en 2000... Je t'interromps, pardon. Juste fais attention à ton micro parce qu'on l'entend très fort quand tu bouges la main. Genre, c'est très, très animé, mais fais attention parce que c'est... Voilà, pardon, vas-y. Ok, bon alors je vais rester un peu plus calme sur un propos qui j'espère va demeurer véhément. Et donc, comme je te le disais, l'année dernière également, on a eu un incident avec la société Cloudflare, qui est un service de diffusion de contenu, où tout d'un coup, il y a une partie de l'Internet qui a été réorientée via un petit fournisseur d'accès de Pennsylvanie. Et là encore, on a eu des plateformes assez stratégiques, comme par exemple OkCupid, qui a été bloqué pendant quelques heures, et puis aussi des marketplaces de Bitcoin. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des problèmes sur le réseau Internet. En 2017, par exemple, il y a eu plus de 14 000 erreurs d'aiguillage et de stop. Donc, ça arrive. Ça arrive, et pour autant, un immense blackout de l'espace Internet, c'est très improbable pour des raisons à la fois tactiques et techniques. Alors, je vais commencer par les raisons tactiques et je vais me mettre dans la peau d'un assaillant qui veut essayer de faire une grande opération. Il faut bien comprendre que les cyberarmes, c'est pas comme des missiles fire and forget, tu lances et puis tu oublies. Ça ressemble en fait beaucoup plus à des opérations de force spéciale derrière les lignes ennemies et qui ont toujours besoin d'être en lien avec un centre de commandement. Pourquoi? Parce qu'une opération spéciale, une opération de pénétration profonde, eh bien, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué, il y a des mouvements latéraux à réaliser. Et d'ailleurs, on le voit dans tout ce qui est intrusion des systèmes informatiques. On a des maliciels qui sont implantés dans les réseaux et qui sont implantés pendant très longtemps et ça continue à bouger là-dessus. On sait par exemple qu'on découvre qu'on a une attaque environ une centaine de jours après que cette attaque ait commencé. Mais ça veut dire que ce maliciel et les gens qui opèrent ce maliciel, ils sont tout le temps en relation. Et donc, il faut un commandement de ça. Si tu coupes Internet, tu n'arrives plus à contrôler ton maliciel, même quand tu es un assaillant. Donc, ce n'est pas dans l'objectif de l'assaillant. Puis alors, en plus de ça, tu as des effets inattendus. L'un des principaux effets inattendus d'une attaque, c'est que tout simplement, ça fasse un flop. C'est déjà arrivé. Les Russes, par exemple, en 2016, avaient essayé de casser le système de distribution de l'électricité à partir de Kiev sur une partie de l'Ukraine. Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est un exemple de flop. Ou alors, tu vas retrouver ton maliciel que tu voulais concentrer sur un endroit partout ailleurs dans le monde. Exemple, Stuxnet, qui était un maliciel américano-israélien européen, on va dire ça comme ça, et dont l'objectif était d'attaquer le centre d'enrichissement de l'uranium de Natanz en Iran. En Iran, on a retrouvé Stuxnet un peu à travers le monde, en Inde, en Chine, etc. Donc, pour éviter les effets inattendus, il faut toujours conserver une forme de contrôle de ce maliciel. Mais si tu coupes Internet, toi, en tant qu'assaillant, tu ne le contrôles pas. Donc, c'est embêtant. Donc, on va l'éviter.
Donc voilà, ça c'est un peu les raisons, on va dire tactiques. Et puis il y a des Fondamental. raisons techniques, voilà, qui sont assez Ouais. fondamentales. Et puis des raisons techniques. Alors j'en citerai juste une, mais on peut après Alors, étayer. pardon, je t'interromps, Guy Philippe. Sur les raisons techniques, on dit souvent que Internet est assez robuste techniquement pour ne pas tomber globalement. Est-ce que tu peux, pour les néophytes et même pour certains spécialistes, nous expliquer comment fonctionne Internet et pourquoi techniquement Internet est assez robuste pour ne pas tomber massivement? Bon, merci de la question. Alors, d'abord, sur le fond, la raison pour laquelle on a créé ce réseau Internet, c'est précisément d'en faire un système résilient. Résilient, ça veut dire que tu peux avoir des problèmes à droite à gauche, mais qu'effectivement, d'un point de vue global, le système va tenir. C'est toute l'idée d'un chercheur tel que Paul Barham de la Rand Corporation qui a évoqué cette réflexion d'un réseau résilient au début des années 60, ce qui est donné par la suite ARPANET, qui était un réseau de communication entre ordinateurs qui pourrait éviter des chocs militaires ou techniques. On a beaucoup évoqué une frappe nucléaire, mais n'importe quel type de choc militaire, n'importe quel type de choc technique, pour que ça demeure résilient. Et à la base, il y a effectivement ces paquets IP. Ces paquets IP qui vont passer par non pas un grand hub qui diffuse d'un grand hub à un autre hub, mais plutôt par plusieurs milliers, voire maintenant millions ou milliards de petits points, et par le fait que le message va tout le temps se diffuser, et donc on va passer par tout un ensemble de petits points. Et donc l'information en tant que telle, elle n'est jamais coupée. Et ça crée un réseau, d'un point de vue topologique, qui est très intéressant, parce qu'il est très complexe, mais en étant très complexe, en fait, il est très résilient. Et il a trois caractéristiques très intéressantes. Bon. D'abord, c'est un réseau qui est extrêmement divers. Il y a beaucoup de systèmes d'operating system, de hardware, de software très différents. Et là, on retrouve une propriété en fait qu'on voit dans le monde biologique où heureusement nous sommes tous un petit peu différents d'un point de vue de notre ADN. Bon, ben, la nature fait qu'on est tous un petit peu différents d'un point de vue de l'ADN parce que si un jour il y avait un virus qui frappait une espèce, et ben, à l'intérieur de cette espèce-là, il y aurait des individus qui auraient des problèmes et d'autres qui pourraient survivre. Et ça, c'est la chance de cette diversité de l'ADN. Bah là, c'est la même chose avec le réseau Internet. Comme il y a beaucoup de différences, bah, il y a des points du réseau qui vont être frappés durement, mais il y a d'autres qui vont se maintenir. Ça, c'est important. Deuxième point, la redondance. En fait, on se rend compte que ce réseau a énormément de capacités supplémentaires et on finit toujours par trouver de nouvelles capacités pour faire circuler l'information. Et troisième point qui est un petit peu lié au deuxième, c'est un réseau hyper connecté. Alors, on sait par exemple dans notre société humaine qu'on est tous chacun à 6 degrés de séparation de ou Donald Trump ou Lady Gaga. Eh ben, dans le réseau Internet en tant que tel, on est à chaque point du réseau est à 3 à 4 points de degrés de séparation de n'importe quel autre point du réseau. Ce qu'on appelle un small world network, un petit monde connecté. Et ça, c'est très utile parce que ça permet toujours de trouver de nouveaux chemins pour rerouter l'information d'un point X vers un point Y. Et donc de faire tout le temps circuler l'information. Donc ça fait des choses qui sont très résilientes. Et l'exemple que c'est très résilient, eh ben, c'est qu'on a déjà essayé d'attaquer le réseau Internet pour le faire tomber, et en particulier sur une des parties les plus critiques, qui est le Domain Name System, qui sont en gros les 13 serveurs qui permettent d'associer une adresse IP à un site web. Bon, eh ben, il y a une attaque en 2001. Il y a une attaque en 2007. Il y a même l'attaque de 2016 que j'ai évoquée, qui est une attaque contre un de ces éléments-là. Et à chaque fois, on a même, en 2001, on a même réussi à faire tomber 10 des 13 serveurs, mais il en restait 3. Et ça continue à fonctionner. Et pareil, en 2007, on a essayé d'en attaquer 6, ben, ça continuait. Et puis 2016, ça continue. Donc on voit que c'est extrêmement résilient. Et puis le test ultime, quelque part, c'est ce qu'on a vécu avec la crise Covid. Bon, Ouais. alors on sait que la crise Covid, au plus haut du confinement en mars-avril dans le monde occidental, eh bien, c'est ce que nous dit la société Akamai, il y a une augmentation du volume de communication sur le réseau de plus de 67% au niveau mondial. Et sur les applications de téléconférence, de plus de 600%. Bon, bah, résultat, ça a très très bien tenu. Donc on voit cet ensemble de capacités très fortes. Mais tu disais quand même tout à l'heure que le cybermageddon n'est pas un scénario impossible, même s'il est peu plausible, il n'est pas impossible. Donc on ne doit pas l'ignorer. Et je voudrais aussi, donc, est-ce que c'est le cas? Et puis surtout, quels seraient les dégâts d'un cybermageddon? Et si on le comparait par exemple à une attaque nucléaire, est-ce que on pourrait, ce serait comparable?
Alors, comme j'ai dit, casser Internet en tant que tel, ça va être très dur et c'est très improbable pour des points de vue tant techniques que tactiques. Par contre, attaquer Internet pour après obtenir des effets, on va dire, cyberphysiques durs sur la réalité de notre monde, bah ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et le fait qu'on ait des catastrophes politico-militaires par rapport à ça, c'est possible. C'est ce que j'évoquais d'ailleurs chez toi il y a de ça 10 ans. Et à cette époque-là, c'était déjà vu comme un peu comme un scénario de science-fiction. Et malheureusement, au cours des 10 dernières années, on a eu plein de signaux faibles qui nous montrent que cette possibilité est en fait de plus en plus forte. Bon, on a vu. Pardon, je t'interromps juste pour te dire que Eric Daré, qui sur le chat cite ce point, dit finalement ce sont plutôt les attaques qui sont très ciblées sur un blackout ciblé, par exemple sur un secteur d'activité, sur les hôpitaux avec des ransomware qui sont les plus probables. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement le point. Et d'ailleurs, à nouveau, hein, ça montre la nécessité de maintenir Internet en tant que tel, de façon à bien cibler, bien contrôler ces attaques. Mais oui, depuis 2010, quand j'étais intervenu à TEDx Paris, bah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des attaques contre le système de distribution de l'Ukraine en 2015, en 2016. On a vu des attaques contre des usines ThyssenKrupp en Allemagne, contre des installations pétrochimiques de Saudi Aramco en Arabie Saoudite en 2017. On a vu qu'on peut prendre le contrôle à distance de voitures comme les voitures Jeep Cherokee en 2015, qu'on peut bloquer l'eau chaude et le chauffage central dans des blocs d'habitation, ça s'est vu en Finlande en 2016, qu'on peut créer des formes de panique. On a même su en réalité qu'on pouvait casser entièrement ce qu'on appelle les infrastructures critiques d'un pays. C'est ce qu'on a su via un documentaire de Alex Gibney, Zero Days, qui a expliqué que derrière l'attaque Stuxnet contre la centrale d'enrichissement de l'uranium à Natanz en Iran entre 2007 environ et 2010, eh bien, il y avait tout un autre programme qui s'appelait Nitrojews, dont l'objectif c'était de casser les infrastructures critiques de l'Iran, les télécoms, l'électricité, le système bancaire aussi. Et donc, on pouvait aller très très loin. Et d'ailleurs, un dernier point là-dessus, et je retombe sur l'Iran, c'est l'espèce de ping-pong que l'on voit précisément depuis avril-mai entre Israël et l'Iran. Fin avril, il y a des usines de retraitement des eaux usagées en Israël qui ont été attaquées apparemment par l'Iran, qui a essayé de faire jouer le niveau de chlore et donc de rendre des eaux impropres à la consommation et donc dangereuses pour la population. 2 semaines plus tard, en mai, il y a une espèce de ping-pong avec Israël qui a attaqué le terminal de Sheikh Raji au port de Bandar Abbas en Iran. C'est là où circule plus de 90% du trafic de ports-conteneurs en Iran, donc c'est très important pour les importations iraniennes. Et alors là, il y a eu un désordre logistique qui a duré plusieurs jours. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'on sait que très récemment, à nouveau, il y aurait eu des usines de retraitement des eaux en Israël qui à nouveau, ou des pompes, des pompes à eau qui auraient été attaquées en Israël. Et puis il y a tout un ensemble apparemment de sabotage, on ne sait pas si c'est cyber, on ne sait pas si c'est physique, qui ont lieu en même temps en Iran en ce moment. Donc on voit là un espèce de ping-pong qui montre que eh bien, tout le monde réfléchit à ça. Et puis derrière, on est aujourd'hui face à une tension géopolitique extrêmement forte entre d'un côté la Chine et puis de l'autre, non seulement les États-Unis, mais les alliés des États-Unis dans ce qu'on appelle l'espace Indo-Pacifique. En particulier, c'est des pays comme l'Inde, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, mais c'est aussi de plus en plus des pays comme l'Australie et des pays occidentaux un peu comme les nôtres, car nous sommes engagés dans le théâtre Indo-Pacifique. Et là, on voit une montée de ces cyberattaques. L'Australie vient de dire qu'il y a eu des cyberattaques qui sont probablement plus Alors, du domaine de pardon, l'espionnage. Philippe, je t'interromps. Excuse-moi parce que je voudrais qu'on conclue sur les stratégies Oui, qui nous permettent de limiter l'impact. D'autant que nous allons parler des questions géopolitiques avec David Giles juste après toi et surtout entre 14h et 15h entre David et toi lors d'une conversation, un débat qui aura lieu dans la zone session. Donc, comment est-ce qu'on fait pour limiter l'impact d'une possible cyberattaque ou d'un possible cyber blackout?
Alors, il y a plusieurs moyens, d'autant plus qu'on est face, on vient de le dire, à des attaques qui peuvent avoir des effets stratégiques, hein. Un peu à la différence des bombes atomiques qui vont tuer beaucoup de monde, et même certaines bombes atomiques qui tuent beaucoup de monde, mais qui, avec les radiations, laissent les équipements en place. Là, on a quelque chose de totalement inverse avec les cyberarmes, parce qu'on peut complètement casser les équipements et casser des villes entières, tout en laissant les gens plus ou moins, entre guillemets, intacts. Du moins, on peut l'espérer. Alors, comment on se défend par rapport à ça? Alors évidemment, il y a toutes les idées de concept de dissuasion, le fait d'avoir de très gros bâtons, ça c'est un petit peu la stratégie américaine, qui est d'ailleurs d'être très dans les réseaux de l'adversaire. Mais c'est un petit peu compliqué, un petit peu dangereux, parce qu'on n'est pas sûr en fait qu'on soit capable de réellement mettre en place des concepts de dissuasion dans le cyber, pour plein de raisons, mais c'est compliqué. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a en gros trois, quatre grands types de stratégies. D'une part, au niveau de chaque citoyen, mais au niveau de chaque entreprise, il faut développer tous les éléments de la cyber-résilience. J'insiste sur l'importance de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est un petit peu le vrai terrain de jeu et le vrai terrain du conflit de la forme cyber. Et parmi ces éléments de résilience, eh ben, il faut s'entraîner, il faut se préparer, il faut que chacun d'entre nous, on développe une bonne cyberhygiène. Et puis, il faut aussi un petit peu des éléments de ce qu'on pourrait appeler de redondance. Et un truc très intéressant, c'est ce qu'on voit aux États-Unis avec ce que moi j'appellerais les logiques Battlestar Galactica. Alors, si vous connaissez la série Battlestar Galactica, c'est le grand vaisseau amiral qui n'était pas connecté à des systèmes informatiques et qui a pu résister à l'attaque des Cylons, qui étaient des espèces de robots comme ça qui allaient attaquer une civilisation qui ressemble à la nôtre. Bon, ben là, on a une réflexion pour mettre en place une redondance avec des systèmes électromécaniques qui ne sont pas complètement connectés à Internet. Et ça, il y a une régulation aux États-Unis depuis l'été 2019, en particulier sur les distributions électriques, pour, à côté des systèmes de contrôle électronique, mettre en place des systèmes électromécaniques anciens, mais qui résistent à des attaques cyber. Bon. Et puis derrière ça, il y a plein d'éléments stratégiques, mais en gros, pour faire court, il faut une coopération de plus en plus forte entre acteurs de confiance, il faut échanger, et puis peut-être même qu'il faut d'une certaine façon renforcer des éléments d'interdépendance, même avec les adversaires potentiels que nous avons, comme mettons la Chine et la Russie, pour leur faire comprendre que d'un côté, s'ils attaquent, ils auront face à eux des adversaires qui sont très résolus et qui coopèrent entre eux, et que de l'autre côté, s'ils veulent coopérer, eh ben, ils pourront le faire avec nous. Donc là, il y a quelque chose, là je suis très rapide et il faudrait le temps de le développer, mais il faut à la Bon, fois renforcer la coopération entre États amis, et puis être à la fois dur, mais d'une certaine façon, laisser des éléments de coopération avec des États qui sont quand même des États avec lesquels nous avons des difficultés, il faut le dire aujourd'hui.